Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, on va faire un petit test de questions pièges à la fois pour Oyama avec le modèle Yama 3.2 et Grok qui sont en fait les deux dernières IA qu'on a testées. Non, on a aussi testé Mistral récemment. Alors pourquoi j'ai choisi ces deux IA pour ces questions pièges? Alors tout d'abord parce que si je reprends mon petit tableau avec les scores, on n'a pas testé les questions pièges, alors c'est ici pour ces deux modèles, donc ça reste à faire. Et je trouvais ça intéressant parce que Oyama avec Yama 3.2, c'était finalement le plus mauvais sur les questions d'agilité. Et Grok, c'était le meilleur. C'était la meilleure IA sur les questions d'agilité. Donc, je trouvais ça amusant de comparer les deux pour voir s'il y a vraiment un grand écart entre ces deux IA. Donc là, on peut constater les écarts avec les notes. Les écarts sont pas si grands que ça, mais bon, ça va quand même de 4,95 pour Perplexity qui avait eu des bonnes notes sur les questions pièges à seulement 2 pour Mistral. Donc là, on va comparer nos deux meilleurs modèles sur nos deux meilleures IA sur les questions pièges. Donc, qui sont les questions plus difficiles que j'ai conçues entre guillemets pour être difficiles. Je vous expliquerai en quoi elles sont difficiles au moment où on les lira, dans le but de voir si l'IA sait répondre à des questions plus difficiles, pas juste des questions scolaires. Donc ici le petit tableau qui résume tous les tests qu'on a déjà fait. On reste tout comme d'habitude sur nos questions, donc c'est le use case qu'on pratique le plus. On reviendra sur les autres use cases après. Mais avant, petite question un peu théorique ou pratique, je sais pas, mais est-ce pertinent de comparer Yama 3.2 et Grok? Alors déjà, je dis, et je le redis, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, pour le terme IA, c'est déjà un abus de langage. Quand je parle de ChatGPT, de Grok, de Yama 3.2 en disant que ce sont des IA, c'est un abus de langage. Le terme IA, c'est un domaine scientifique de l'informatique. Mais derrière, on peut mettre tout et n'importe quoi. Il y a des tas de choses très différentes. Et finalement, on ne sait pas trop de quoi on parle quand on parle d'IA. Alors, je vous ai mis un petit message dans la description, donc vous pouvez aller le lire sur cet abus de langage. Et ici, je dois faire quand même une petite précision parce que Yama 3.2 et Grok, est-ce que c'est vraiment pertinent de les comparer? C'est pas évident. Il y a un spectateur de vidéo qui m'a envoyé un message sur LinkedIn justement pour signaler ça. Donc, c'est aussi en réponse à lui que je fais ces explications. Donc il me disait que c'était pas tellement pertinent de comparer Yama 3.2 à ChatGPT ou d'autres produits. D'une certaine manière, il a raison. Pourquoi? Alors je vais expliquer pourquoi. C'est parce que Yama 3.2, c'est un LLM. Donc c'est entre guillemets le réseau de neurones qui est au cœur du produit, quoi. Alors, bon, c'est une sorte, pour simplifier, on va dire que c'est un réseau de neurones, un LLM, Large Language Model, et c'est vraiment la chose la plus basique, c'est ce qu'on entraîne, et j'aime bien l'idée du moteur. C'est le moteur des produits d'IA, donc c'est vraiment la chose la plus basique qui est au cœur de tous les produits d'IA. Ensuite, on a des produits d'IA générative. Donc, j'appelle ça produit d'IA générative. On pourrait imaginer d'autres mots. On pourrait appeler ça outils d'IA générative. On pourrait appeler ça agent d'IA générative. Moi, j'aime bien le terme de produit. En fait, c'est un produit fini, comme une voiture. De même qu'une voiture est un produit fini qui contient un moteur. Et à l'intérieur de ce produit fini, il y a un LLM qui est dedans, mais il y a aussi des tas de choses. Une IHM, une interface homme-machine, des outils conversationnels qui nous permettent d'avoir une conversation avec, des mécanismes de gestion de contexte, des mécanismes de RAG et tout un tas d'autres choses techniques qui font qu'on n'a pas un simple LLM, mais qu'on a tout un produit fini avec tout un tas d'options qui nous permettent d'utiliser ce LLM. Et qu'est-ce que c'est Oyama? Alors Oyama, c'est pas la même chose que Yama 3.2. Yama 3.2, c'est le nom d'un LLM. Et Oyama,
c'est un petit logiciel qu'on a installé dans une précédente vidéo. Vous pouvez aller voir, il y a l'installation complète. Et ce petit logiciel, c'est une sorte de voiture extrêmement rudimentaire qui nous permet d'utiliser un LLM. C'est un peu comme si c'était une caisse à savon et qu'on mettait un moteur dedans de manière à pouvoir l'utiliser, mais on a vraiment très peu d'options. Donc, quand j'utilise Oyama avec Yama 3.2, je vais utiliser un produit qui est vraiment rudimentaire et qui contient essentiellement quasiment qu'un LLM et très peu d'autres choses dedans. Quand j'utilise Grok par exemple, mais c'est pareil avec ChatGPT, c'est pareil avec Claude, j'utilise une voiture complète qui a tout un tas d'options et du coup qui nous permettent de tirer le meilleur bénéfice de notre LLM. Donc c'est vrai que on peut se poser la question, est-ce que c'est pertinent de comparer Grok et Yama 3.2 avec Oyama? Moi je pense que c'est quand même pertinent parce que nous on ne juge pas les LLM en tant que tels, on juge un produit dans le but de l'utiliser pour faire de l'agilité. Donc on peut imaginer que des personnes utilisent directement Oyama par exemple parce que ils n'ont pas accès aux produits externes, qu'ils ont besoin de faire les choses en local sur leur propre ordinateur et qu'ils ne veulent pas utiliser un produit tel que Grok ou ChatGPT ou Mistral pour des raisons de sécurité de leurs données par exemple. Donc ils veulent tout faire en local sur leur propre ordinateur, dans ce cas-là ils utiliseront plutôt Oyama. Alors il y a des surcouches à Oyama qui peuvent faire en sorte que c'est un produit tel que Grok ou ChatGPT ou Claude ou n'importe quel autre produit. Ça on n'en parle pas aujourd'hui, on en parlera plus tard. Donc voilà, donc on s'autorise à tester ces produits, même s'ils ne jouent pas exactement dans la même catégorie. Hein. C'est vrai que c'est un petit peu injuste pour Yama 3.2 par rapport à Grok, mais on va quand même tester pour faire le grand écart entre l'IA qui a le mieux répondu à nos questions sur nos use cases classiques Scrum Master qui est Grok et l'IA qui a le moins bien répondu à la question, c'est-à-dire le petit modèle Yama 3.2 qui tourne en local sur cet ordi. Donc je vous rappelle que on a déjà testé ces IA. Alors pour Yama 3.2 vous avez la vidéo ici qui explique même comment l'installer, comment installer Oyama sur votre ordinateur. Pour Grok la vidéo je l'ai tournée mais elle n'a pas encore été publiée donc vous la voyez pas, mais au moment où cette vidéo sera diffusée vous aurez la vidéo sur Grok. Donc n'hésitez pas à consulter la playlist qui est ici devant vous et où il y a toutes les vidéos sur l'IA. Il commence à y en avoir pas mal. Mais maintenant rentrons dans le vif du sujet. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous informe que toutes les vidéos sont chapitrées. Le but de ces vidéos c'est de comparer les IA. Toutes les vidéos sont chapitrées. N'hésitez pas à aller à la conclusion si vous voulez juste voir la conclusion. Vous pouvez également les lire en vitesse 1.5 parce que c'est vrai que ça prend du temps, c'est un peu fastidieux. Si vous regardez toutes les vidéos, eh bien c'est un peu toujours la même chose parce que comme on veut comparer les IA, on teste un peu toujours sur les mêmes use cases. J'ai des tas d'autres use cases, en fait j'en ai plus de 100 des use cases d'agilité. Au départ je voulais tous les faire, mais finalement j'ai décidé de tout le temps tester les mêmes use cases avec des IA différents afin que ce soit équitable pour les IA, parce que peut-être il y a des use cases faciles, d'autres pas faciles. Bon, un jour petit à petit on fera d'autres use cases, d'autres questions d'agilité, voilà, pour l'intérêt par rapport à l'agilité. Ensuite, donc le protocole de notation, c'est très important de le rappeler à chaque fois parce que on veut être rigoureux, on essaye toujours de noter de la même manière. Si vous découvrez la vidéo, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, eh bien, je vous redis le protocole de notation pour que vous n'ayez pas à aller le chercher ailleurs, dans une autre vidéo. Donc, je vais poser une question à l'IA. D'abord, je vais donner ma propre réponse. Qui servira de référence de bonne réponse. Hein. Ensuite, donc je vais poser la question à l'IA et je vais comparer sa réponse à ma réponse. Si elle fait une réponse aussi bien ou mieux que moi, on mettra 5. Si elle fait une bonne réponse presque aussi bien que moi, mais pas aussi bien quand même que ce que je dis, on mettra 4. Si l'IA nous fait une réponse qui est correcte, où il n'y a pas d'erreur, mais qui sera incomplète, où il manque certains éléments par exemple, on mettra seulement 3. Donc réponse insuffisante, mais pas de faute. Hein. Dès l'instant que l'IA fera une erreur, on la sanctionne en mettant moins que la moyenne, donc ça sera 2.
Ça peut paraître sévère, mais en même temps, c'est pas si sévère que ça, parce que si une IA fait des erreurs, ça veut dire qu'on peut pas vraiment lui faire confiance si on lui pose des questions sur l'agilité, et donc ça sera pas très utile, elle pourrait nous induire en erreur et c'est pas ce qu'on veut, donc il faut sanctionner. Une réponse fausse, bah, c'est une réponse qui est principalement composée d'erreurs, où tout est une erreur, donc là ça sera 1. Aucune réponse ou réponse qui n'a aucun sens, eh bien ça sera 0. Donc on commence. Premier use case, je suis un RTE d'un train safe, une de mes équipes livre 60 story points à chaque itération et une autre équipe ne livre que 20 story points à chaque itération. Comment faire pour que l'équipe qui ne livre que 20 story points soit au même niveau que l'équipe qui livre 60 story points? Donc, quel est le piège? C'est que le piège, c'est, alors, il y en a plusieurs. C'est que bon, c'est pas très sain de vouloir comparer les équipes et de faire la compétition déjà. Ça, c'est un premier piège. Et surtout, le plus important, c'est que si on veut comparer deux équipes entre elles, si jamais on veut quand même le faire, le story point ne permettrait pas de faire ceci parce que la valeur du story point, elle est dépendante de l'équipe. En fait, le story point permet de comparer la charge de travail des user stories relativement entre elles-mêmes. C'est la charge relative des user stories entre elles à l'intérieur d'un backlog d'une équipe. Et donc un point, la valeur de 1 point, ça correspond à une certaine user story de référence ou plusieurs user stories de référence qui sont les user stories les plus simples de cette équipe. Donc si on veut comparer deux équipes avec les story points, en fait ça n'irait pas parce que normalement ces deux équipes, elles ont des user stories de référence différentes, donc la valeur de 1 point, ça ne représente pas forcément la même charge de travail réelle. Donc ça c'est mon explication. Donc c'est ce que devrait expliquer l'IA. Elle devrait dire que on ne doit pas le faire. Donc c'est là où il y a un piège, on lui pose une question, en fait c'est la question en elle-même qui est mauvaise. Bon, après si on veut vraiment comparer deux équipes entre elles, donc l'IA pourrait nous dire ça, si on tient absolument à comparer deux équipes entre elles, il faudrait s'assurer que le story point a la même valeur entre les deux équipes. Donc elles ont les mêmes user stories de référence. Par exemple, elles pourraient avoir un backlog commun, ça pourrait être une solution. Puis comment faire pour que l'équipe qui ne livre que 20 story points soit au même niveau que l'équipe qui livre 60 story points? Bah là, si elles ont effectivement, si les deux équipes ont effectivement une même valeur de story point et qu'il y en a une qui livre 3 fois plus que l'autre, et si elles ont le même nombre de personnes et le même nombre de jours hommes travaillés dans chaque sprint, ça veut dire qu'effectivement il y a une équipe qui serait 3 fois plus performante que l'autre, et dans ce cas-là, on pourrait faire monter en compétence l'équipe qui est moins performante. Peut-être qu'il n'y a que des débutants ou des jeunes développeurs, donc on pourrait mettre des experts, et en tout cas la performance ça va, ça vient. Faudrait étudier ça sur tout un tas de sprints, pas seulement sur un sprint. Donc voilà, mais bon, ça reste une mauvaise idée fondamentalement, donc j'ai voulu lui donner une réponse complète, mais on va voir ce que vont répondre nos deux IA. Donc on commence par Oyama, donc Oyama qui est ici, donc c'est juste un PowerShell avec une ligne de commande Oyama Run Yama 3.2. Alors Yama 3.2, c'est un modèle, je crois, qui fait 2 milliards de paramètres et 3 gigaoctets, ou non, 3 milliards de paramètres et 2 gigaoctets pour les experts de l'IA. Donc c'est un petit modèle qui tourne sur cet ordinateur en local. Donc là, je copie-colle la question et on va voir ce que Oyama va répondre. Donc là, c'est quand même une question difficile par rapport à ce qu'on a déjà testé sur Yama 3.2. Donc, le principe safe consiste à mettre des équipes en niveau pour les rendre compétitives. Alors là, déjà, j'ai un problème avec la première phrase. Mais bon, c'est un peu bizarre. Bon, c'est pas vraiment la compétition entre les équipes, c'est pas le but de safe. Et après, on va lui laisser le bénéfice du doute. Voici quelques étapes pour mettre l'équipe qui ne livre que 20 story points au même niveau que l'équipe qui livre 60 story points.
Étape 1, comprendre le concept de niveau. Dans Safe, le niveau est déterminé en fonction du nombre de story points livrés par une équipe par itération. Bon, bah là, c'est complètement faux. C'est exactement ce que j'essayais d'expliquer. Il n'y a pas de rapport entre le niveau d'une équipe et le nombre de story points qu'elle livre. Pour mettre deux équipes à niveau, vous devez trouver un multiple de la différence de niveau existante. Bon, là, le multiple, c'est 3. Donc, il y a une équipe qui livre 3 fois plus que l'autre. Dans ce cas, l'équipe qui livre 60 story points a une valeur de niveau de 60, tandis que l'autre équipe a une valeur de niveau de 20. La différence de niveau est donc 60 moins 20 égale 40 points. Bon, là, on pourrait s'arrêter de lire là parce que c'est un peu... c'est faux, tout ça. C'est pas des bonnes explications. Donc, pour moi, ça va déjà être un point, je dirais. Hein. On pourrait dire que c'est complètement faux. Mais bon, on va continuer quand même. On ne sait jamais. Peut-être que Yama 3.2 peut se rattraper. Déterminer le multiple de niveau. Pour mettre l'équipe qui livre 20 points au même niveau que l'équipe qui livre 60 points, vous devez trouver un multiple de la différence de niveau, 40 par exemple. Alors là, ça nous fait des calculs. Si vous voulez augmenter le nombre de story points par itération de l'équipe qui livre 20 points de 10 story points, 20 story points de 10 story points, la nouvelle valeur de niveau serait 20 x 2 égale 40 story points. Si vous voulez augmenter le nombre de story points par itération de l'équipe qui livre 20 story points de 15 story points, la nouvelle valeur de niveau serait 20 fois 1,25 égale 25 story points. Alors, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que ça veut dire vraiment. Négocier avec les équipes. Il est important de négocier avec les équipes pour déterminer combien de story points ils peuvent livrer par itération. Il peut être utile d'analyser les activités et les priorités des deux équipes pour trouver un compromis. Je ne vois pas en quoi négocier va permettre de changer la performance d'une équipe. Supposons que vous avez décidé de donner à l'équipe qui livre 20 story points une augmentation de 10 story points, soit deux fois la valeur de niveau existante. Les nouvelles valeurs de niveau seraient équipe qui livre 60 story points, équipe qui livre 20 story points, 40 story points. Il est important de noter que cette étape nécessite une discussion avec les équipes. C'est vrai, c'est bien de discuter pour déterminer combien de story points ils peuvent livrer par itération. En résumé, pour mettre l'équipe qui ne livre que 20 story points au même niveau que l'équipe qui livre 60 story points, vous devez comprendre le concept de niveau, calculer la différence de niveau, déterminer le multiple de niveau. Bon, on peut s'arrêter là. Bon, c'est tout faux, je pense. Ça n'a pas vraiment de sens. Donc, on va mettre 1. Et bon, réponse n'a aucun sens ou pas de réponse. Bon, la réponse ne fait pas beaucoup sens. Hein. J'ai même envie de baisser un peu la note. Bon, on peut essayer d'y trouver un sens. Je vais quand même mettre 0,8. Et maintenant, on va voir ce que nous répond Grok. Donc là, Grok, je suis sur le site x.com, hein, c'est anciennement Twitter. Et on clique ici sur Grok. Et on agrandit la fenêtre ici. Et on pose la même question. Donc la dernière fois, dans la précédente vidéo, Grok avait fait des réponses excellentes sur les questions basiques. Ici, c'est une question difficile. Donc, on va voir si Grok ne tombe dans le piège ou pas. Sachant qu'on a pas mal d'IA qui ne sont pas tombés dans le piège. Hein. Nous avions Claude, Gemini et Perplexity. Ce tableau, je vous le mettrai en commentaire, je vous le mettrai en lien. Vous pourrez le voir en lecture. Donc voilà, et sur chaque test, j'essaie de mettre la date. Bon, je ne l'ai pas encore fait pour d'autres, mais la date, éventuellement le numéro de version. Donc, oups, j'essaie d'agrandir pour que vous puissiez lire. Ah, ce n'est pas encore fini la génération. Donc, Grok nous fait toujours des réponses très longues et très détaillées. Bon, je réduis parce que sinon, j'arrive plus à lire. En tant que RTE, Release Train Engineer, dans un contexte safe, harmoniser les performances des équipes tout en respectant leur dynamique propre est un défi délicat. Ah. Alors, voilà, c'est bien, il se mouille pas. Pour l'instant, défi délicat, effectivement, c'est délicat. Attention où tu mets les pieds, Grok. Hein. Comparer directement les story points entre équipes peut être trompeur. Excellent, bien, car la velocity, dépend de nombreux facteurs comme la maturité de l'équipe, la complexité des tâches, la taille de l'équipe ou encore la manière dont les story points sont estimés. Voilà, c'est ce que je voulais dire. La manière dont les story points sont estimés, là, il le dit d'une autre manière, c'est la valeur des user story de référence, donc la valeur du story point, la valeur du point. Bon, c'est vrai que si vous connaissez pas bien le story point, ça peut être un peu délicat à comprendre.
On fera des vidéos, même une série de vidéos uniquement sur le story point où j'expliquerai tout en détail, mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc il y aura plusieurs heures de vidéos, on va essayer de faire quelque chose d'assez pédagogique. Mais ça ne sera pas avant plusieurs mois parce que j'ai pas le temps en ce moment. Voici une approche structurée pour aider l'équipe livrant 20 story points à améliorer sa performance sans chercher à égaler mécaniquement les 60 story points de l'autre équipe. Donc ça, voilà, c'est pas mal. Là, ça parle d'améliorer la performance sans chercher à égaler. Parce que c'est vrai, c'est peut-être impossible de chercher à égaler si les valeurs de référence ne sont pas les mêmes. Alors, j'aimerais quand même que Grok soit un peu plus clair par rapport à ce point-là, c'est-à-dire à savoir que c'est une mauvaise idée de vouloir comparer les équipes en utilisant le story point. De toute façon, c'est une mauvaise idée de vouloir les comparer tout court. Mais en même temps, on se place du point de vue du RTE et même si c'est une mauvaise idée de vouloir comparer, peut-être que l'IA veut juste répondre à notre question. Estimation des story points. Vérifier si les deux équipes utilisent les critères d'estimation similaires. Une équipe peut attribuer des points différents. Exemple 5 pour une tâche, peut être un 3 dans l'autre. Mais voilà, donc ça c'est exactement pour cette raison que c'est pas pertinent de comparer les story points livrés par une équipe. Organiser une session de calibration avec les deux équipes pour aligner des pratiques d'estimation, par exemple via un exercice de planning poker. Donc effectivement, si on tient vraiment à comparer deux équipes, une session de calibration, ça c'est un bon terme que j'avais pas en tête, ça serait le moyen d'avoir la même valeur de points pour les deux équipes. Complexité des user stories, l'équipe à 20 points travaille-t-elle sur des tâches plus complexes ou mal définies? Examiner la qualité des user stories dans le backlog, critères invest, ok. Dette technique ou obstacle, identifier les impediments, exemple problème d'environnement, dépendance externe, manque de compétences, utiliser les rétrospectives, ok. Capacité de l'équipe, comparer la taille, l'expérience et la disponibilité des membres, exemple absence de réunion excessive. Effectivement, donc si on veut comparer vraiment la performance, toutes les autres choses doivent être égales par ailleurs, hein. Donc là on fait une petite liste, y compris la capacité de l'équipe, c'est-à-dire aussi la taille de l'équipe, le nombre de personnes. Une équipe plus petite ou moins expérimentée aura naturellement une vélocité moindre. Effectivement, définition de donne, assurez-vous que les deux équipes appliquent la même DOD. Ok, action, mener un atelier avec l'équipe à 20 story points pour identifier les goulots d'étranglement, appliquer le Scrum Master pour faciliter cette discussion. Renforcer les pratiques agiles. Refinement continu, assurez-vous que l'équipe consacre suffisamment de temps au backlog refinement. Ok, focus sur les petits incréments. Encourager l'équipe à découper les stories en tâches plus petites et livrables pour augmenter la fréquence des livraisons. Bon. Soit, c'est pas central, mais pourquoi pas. Coaching, si l'équipe manque de maturité agile, proposer des formations, Scrum Safe, ok, rétrospective efficace. Action, planifier une revue des pratiques agiles. Alors là, ça, voilà, oui, on était dans le point, renforcer les pratiques agiles. Ça suppose qu'une équipe livre moins parce qu'elle est moins forte en agilité, pourquoi pas. Optimiser, mais c'est pas si intéressant que ça, cette partie-là, mais bon, on accepte quand même. Optimiser la capacité et éliminer les dépendances si l'équipe est sous-dimensionnée ou surchargée par les tâches non planifiées. Travailler avec le product owner pour protéger leur capacité. Dépendance dans un train safe, les dépendances entre équipes peuvent freiner la livraison. Utiliser l'ART board, effectivement, ou programme board pour visualiser les problèmes, pour visualiser et résoudre ces dépendances en amont. Outils et automatisation, bon, on va pas lire la suite, on comprend l'idée. Donc ça aussi, ça va dans le sens d'optimiser l'équipe qui livre moins, favoriser le partage de connaissances, communauté de pratique, pairing ou shadowing. Donc ça aussi, ça va toujours dans le même sens. Fixer des objectifs réalistes et mesurables et viser directement les 60 story points car la vélocité n'est pas une mesure absolue. Voilà. Excellent, c'est une mesure relative. Fixer plutôt un objectif d'amélioration progressive. Exemple, augmenter de 10% par sprint. Alors tout à fait, passer de 20 story points à 60 story points, c'est énorme, c'est x3. Même si on peut augmenter la performance des équipes et la performance des gens, mais augmenter la performance, on va jamais faire x3 dans un seul sprint, c'est impossible. C'est comme si, mettons, vous êtes travailleur, vous avez un salaire, vous êtes salarié et vous voulez changer d'emploi pour faire x3 sur votre salaire, pour gagner 3 fois plus d'argent. Est-ce que ça vous paraît crédible? Est-ce que ça vous paraît possible? Bon, peut-être il y en a qui y arrivent, mais en général, déjà 10% d'augmentation de salaire, c'est une énorme augmentation. Pareil, vous faites un régime, vous perdez, je sais pas, 500 grammes par semaine et vous voulez perdre d'un seul coup 1,5 kg. Alors c'est possible pour un régime si on arrête totalement de manger, mais bon, c'est pas très bon pour la santé. Mais en tout cas, voilà, donc dans le cadre
des story points, de la performance d'une équipe, en fait, 10% d'augmentation de performance par sprint, c'est déjà énorme. Et c'est la limite haute crédible. Au-delà, c'est pas raisonnable. Bon, c'est pas très raisonnable. Alors, on peut augmenter de plus de 10%, mais la performance d'une équipe, si on intègre dans l'équipe des nouveaux membres qui sont des experts et qui sont beaucoup plus performants que les membres déjà existants. Par exemple, si on a une équipe où il n'y a que des jeunes développeurs ou des débutants et qu'on rajoute des experts, là, effectivement, pour augmenter la performance. Si on garde les mêmes personnes, 10% d'augmentation dans un sprint, c'est presque pour moi le maximum qu'on peut espérer si tout le monde est dans une bonne dynamique et que l'équipe progresse très bien. Utiliser des métriques complémentaires comme le nombre de stories livrées, le cycle time ou la satisfaction client pour évaluer le progrès, bah, pourquoi pas. Travailler avec le product owner et le scrum master pour définir un plan d'amélioration avec jalons clairs, considérations culturelles et psychologiques, éviter la comparaison directe. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit. Alors je l'attendais ça, mais effectivement, c'est fondamental. Bon, pour moi, c'est une mauvaise pratique de vouloir comparer directement comme ça des équipes. C'est une mauvaise pratique. Bon, insister sur les 60 story points. Insister sur les 60 story points peut démotiver l'équipe à 20 story points. Effectivement, voilà pourquoi. Voilà, je sais pas pourquoi vous dire c'est une mauvaise pratique, mais bon, l'IA, voilà, nous le dit, ça peut démotiver. Mettez de l'accent sur leur propre progression plutôt que sur une compétition. J'imagine qu'il y a des gens qui aiment la compétition, hein, ça peut exister, mais bon, c'est plutôt ceux qui sont bons et ceux qui sont moins bons. Je pense que vouloir faire la compétition avec des gens meilleurs qu'eux, bah, ça pourrait les démotiver. Et c'est pas du tout ce qu'on recherche, hein, être démotivé. Il faut que tout le monde se sente bien dans une équipe, se sente à l'aise et puisse donner le meilleur de soi-même. Voilà, sans se mettre la pression, bien évidemment. Reconnaissance, valoriser les petites victoires pour renforcer la confiance de l'équipe. Effectivement, lors du PI planning ou des revues, féliciter uniquement les progrès de l'équipe, même modestes. Tout à fait. Il n'y a pas de petites victoires. Enfin, s'il y a des petites victoires, mais tout compte, quoi. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Il faut être très positif. Point important à retenir, la vélocité n'est pas une fin en soi. Oui, l'objectif est de livrer de la valeur, pas d'aligner les chiffres. Voilà, ça c'est très bien. Franchement, plus on avance, plus Grok répond bien à la question. Une équipe à 20 story points peut livrer autant de valeur si les stories sont bien priorisées. Tout à fait. Collaboration RT, en safe, le succès dépend de la synchronisation de l'ensemble du train, pas seulement d'une équipe. Assurez-vous que 2 équipes contribuent efficacement aux objectifs du PI, programme incrément. Patience, les améliorations prennent du temps, surtout si l'équipe à 20 story points est nouvelle ou fait face à des défis structurels. Plan d'action concret, organiser un atelier avec l'équipe à 20 story points pour analyser les impediments, aligner les pratiques d'estimation avec d'autres équipes. Bon, moi, j'essaierai même pas d'aligner les pratiques d'estimation, parce que pour moi, ça n'a pas de sens vraiment de vouloir comparer les équipes, mais bon, on lui en tient par rigueur. Je considère pas que c'est une faute, bon, mais ça serait une mauvaise idée en fait, je pense. Renforcer le backlog refinement et suivre les métriques de livraison, ça fait pas de mal. Planifier le partage de l'équipe avec l'équipe à 60 story points, pourquoi pas. Évaluer le progrès lors de la prochaine rétrospective d'itération. Si vous avez des détails spécifiques sur les équipes, ok, bon, on peut continuer à échanger. Alors, quelle note on va mettre ? Bah, moi je trouve que c'est très bien dans l'ensemble. Est-ce que c'est aussi bien que ce que j'ai dit ? C'est presque aussi bien. Est-ce que je mets 5 quand même ? Ça nous donne quand même des réponses dans le sens d'essayer quand même d'aligner les équipes. Moi personnellement, si on me posait la question, je dirais que c'est même pas la peine d'essayer d'aligner les équipes et que c'est une... Bon. Mais il y a quand même beaucoup d'éléments dans la réponse. Je vais mettre 4,8. Allez, parce que c'est vraiment très bien. On enlève quand même 0,8. Combien avaient eu les autres IA d'ailleurs ? Comparer la vélocité, donc 4,9 à Perplexity, 5 et 5 à Claude et Gemini. Je ne me souviens plus de ce qu'ils avaient dit. Vous pouvez aller voir les vidéos. On va pas aller les voir maintenant. Donc, on constate que très bonne note pour Grok quand même et 0,8 pour Oyama. Donc, c'est vraiment pas bon. À la limite de l'illisible. Donc maintenant, deuxième question piège. Il n'y en aura que 2 en tout. Hein. J'ai plein d'autres idées de questions pièges, mais bon, je ne veux pas multiplier les use cases non plus. Alors, CTRL-C. Hop.
Donc pendant que Oyama, avec Yama 3.2 réfléchit, je vous lis la question. Je suis Scrum Master d'une équipe dans un train safe. L'équipe est assez grosse et a beaucoup de sujets, mais dans l'ensemble, ça se passe bien et l'équipe a une bonne dynamique et arrive à tenir ses objectifs. Donc tout va bien, rien à signaler. Pour le PI Planning, nous envisageons d'avoir une quinzaine de PI objectifs car nous devons traiter beaucoup de sujets différents. Le coach agile du train impose la règle que nous ne devons pas avoir plus de 7 PI objectifs et éventuellement 3 uncommitted objectifs en plus. Que penses-tu de cette règle et que dois-je faire? Alors, donc ça, c'est aussi une question piège parce que l'équipe veut faire beaucoup d'objectifs, elle a toujours beaucoup de travail, mais elle s'en sort très bien, donc tout se passe bien. Il y a une règle de 7 PI objectifs plus éventuellement 3 uncommitted. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on suit la règle? Est-ce qu'on suit l'envie de l'équipe qui s'en sort bien? Donc c'est là où c'est délicat. Donc 7 PI objectives, éventuellement 3 uncommitted, c'est ce qui est recommandé dans la méthode SAFe. Donc on fera une vidéo complète dans le cours Agilité à l'échelle sur les PI objectives. Je vous en reparlerai, donc peut-être même que la vidéo sera sortie au moment où cette vidéo sera diffusée. Allez voir la playlist Agilité à l'échelle. C'est un cours, hein, donc on en parlera plus en détail. Mais en tout cas, pour faire bref, moi je dirais que si l'équipe est une grosse équipe et qu'elle s'en sort bien avec tout ce qu'elle a à faire, c'est normal qu'elle ait beaucoup de PI objectives. Je la laisserai avoir beaucoup de PI objectives du moment que les objectifs sont effectivement atteints. Donc du coup on transgresserait cette règle des 7 PI objectives et des 3 uncommitted. Les PI objectives, c'est un outil d'échange et d'alignement entre le métier, le business, les business owners, les parties prenantes et l'équipe. Si c'est deux personnes, si c'est deux entités, parties prenantes, business, etc. et l'équipe se mettent d'accord, moi ça me pose aucun problème. Après, dans un train safe, il y a aussi des règles qui doivent parfois être définies. Donc transgresser une règle, ça doit se faire avec l'accord quand même du coach agile ou du RTE. Ça doit pas se faire en cachette, hein. Faut pas transgresser une règle comme ça sans aucun respect de la règle en elle-même et des personnes qui énoncent ou qui poussent cette règle. Donc ça doit se faire en toute transparence. Et aussi, si jamais le coach agile ou le RTE ne veulent pas qu'on ajoute plus d'objectifs, eh bien dans ce cas, on doit appliquer la règle parce que voilà. Même en méthode safe, en fait, ce qui caractérise l'agilité à l'échelle et safe, c'est que c'est à l'échelle, donc il y a beaucoup de personnes impliquées. Pour faire fonctionner de très grandes équipes avec beaucoup de personnes, parfois il faut s'imposer des règles assez strictes. Donc j'essayerai de négocier, de dire ok, on veut faire plus d'objectifs et on va bien s'en sortir. Si c'est pas possible, on applique quand même la règle. Donc c'est assez subtil comme réponse, c'est pas évident. On va voir ce que répond Yama 3.2. Alors où est ma question? Tac, voilà, c'est ici. Donc ici, c'est la question. Bonjour, en tant que Scrum Master, vous devez prendre en compte les exigences et les contraintes imposées par le coach agile du train. Alors voilà, je mettrai. Alors moi, donc ce que j'exige, c'est d'avoir une réponse nuancée. Qu'on essaye d'avoir plus d'objectifs que ce qui est recommandé, mais qu'en dernier recours, on respecte ce que dit le coach agile. Voilà, et que dans tous les cas, on essaye de négocier, qu'on le fasse en toute transparence. C'est ça que j'attends comme réponse. Analyse de la règle. La règle imposée est d'avoir au maximum 7 objectifs, éventuellement 3 uncommitted. Cela signifie que vous devez prioriser vos objectifs et sélectionner ceux qui sont les plus importants pour atteindre vos objectifs globaux. Avantage de cette règle, simplification. Seulement 3 PI objectifs peuvent aider à simplifier la définition des objectifs et à éviter de faire avoir trop de sujets en compétition pour l'attention. Oui, c'est vrai. Priorité. Cette règle peut vous encourager à prioriser vos objectifs et à classer par ordre d'importance. C'est vrai. Inconvénient de cette règle, omission des sujets importants en limitant le nombre d'objectifs. C'est vrai, on peut omettre des sujets qui sont aussi importants en limitant le nombre d'objectifs. Il est possible qu'un sujet important soit laissé de côté. Tout à fait vrai.
Manque de flexibilité. Si vous avez un projet complexe avec plusieurs parties prenantes et objectifs concurrents, cette règle peut ne pas être adaptée. C'est très vrai. C'est pour ça que j'avais mis grosse équipe avec beaucoup de sujets. Donc là, Yama 3.2 s'en sort très bien. Conseil pour faire face à cette règle. Discuter avec le coach agile, très bien. Expliquer les avantages et les inconvénients de la règle et discuter de la possibilité d'adapter ou d'éviter certaines restrictions, oui. Évaluer vos objectifs, revenez sur votre liste de sujets et évaluez quels sont les plus importants pour atteindre les objectifs globaux. Identifiez les sujets qui sont les plus critiques et priorisez-les. Négociez avec l'équipe, expliquez la situation à votre équipe et discutez ensemble de comment gérer les objectifs en fonction de leurs besoins. Utilisez les PI objectifs décomposés. Si vous avez un sujet complexe, considérez l'option d'avoir plusieurs PI objectifs décomposés qui couvrent tous les aspects du sujet. Bon, ça, je comprends pas trop ce que ça veut dire. En fait, si, je comprends. Je pense que c'est une erreur de traduction. Alors, c'est vrai que un auditeur m'a dit que Yama 3.2 n'était pas très fort en français. Je pense que ça veut parler plutôt de PI objectifs composés. Donc c'est composé de plusieurs sous-objectifs. Donc ça voudrait dire grouper plusieurs objectifs ensemble pour en faire un seul PI objectif. Donc c'est ça que ça veut dire, je pense. Bon, je vais pas épiloguer, mais en gros c'est une bonne solution, hein. Enfin, si on nous impose une règle et qu'on peut pas faire autrement, ça peut être une idée. Moi j'aime pas trop parce que ça crée un peu de la confusion. Je préférerais l'éviter, mais si on peut pas faire autrement, je trouve que c'est une bonne idée. Exemple, supposons que vous avez 15 sujets à traiter et que vous devez choisir entre 7 PI objectifs, vous pouvez prioriser vos objectifs en fonction de leur importance et de leur répercussion sur l'ensemble du projet. Évaluer les sujets qui sont les plus critiques à identifier, les 3 ou 4 PI objectifs qui couvrent les aspects. Considérez l'option d'avoir des PI objectifs décomposés. Alors composés, là il faut lire composés, je pense, pour certains sujets complexes. En résumé, il est important de discuter avec le coach agile du train, évaluer vos objectifs et négocier avec votre équipe pour trouver une solution. Bon, bah c'est pas mal, ça nous a donné plein d'éléments de réponse, les pour, les contre, et ça nous dit de discuter avec le coach. Bon, pour moi, c'est une bonne réponse. Je sais pas, j'ai pas envie d'enlever spécialement des points. Bon, c'est vrai que c'est délicat, mais je suis vraiment très surpris par la qualité de la réponse de Yama. Donc pour moi, ça me va, ça me satisfait cette réponse. Donc maintenant, la même question à Grok. Est-ce que Grok va savoir répondre? Donc normalement, Grok c'est le bon élève, hein, jusqu'à présent. En tant que Scrum Master dans un train safe, votre situation reflète un défi courant. Concilier la réalité opérationnelle d'une équipe avec les pratiques recommandées par Safe. Incroyable de sagesse et de pertinence cette introduction, vraiment bravo Grok, je suis ébahi par cette introduction. La règle imposée par le coach agile, limitée à 3 PI objectifs plus Run Committee d'objectifs, s'appuie sur les principes de SAFe, c'est vrai, mais elle peut sembler restrictive pour une équipe comme la vôtre qui est performante, gère de multiples sujets et envisage 15 PI objectifs. Voici une analyse de la règle, ses mérites, ses limites et des recommandations pour agir. Ça part bien, très bonne introduction. Analyse de la règle. Pourquoi cette règle existe-t-elle? Focus et priorisation. Safe encourage une focalisation sur les objectifs les plus importants pour éviter la dispersion. Trop d'objectifs peuvent diluer l'attention de l'équipe et compliquer le suivi de la valeur livrée. Très vrai. Clarté pour l'ART. Dans un train safe, les PI objectifs agrègent les contributions des équipes pour aligner l'ensemble du train sur les résultats attendus. Un nombre réduit d'objectifs par équipe facilite la consolidation au niveau train et la communication avec les parties prenantes. Très vrai. Aucune autre IAD nous a dit ça, mais c'est tout à fait vrai. Je ne sais pas si c'est écrit sur la page du site de Safe, faudra aller voir, mais là on n'a pas le temps parce que j'ai pas prévu de le faire. Et je veux pas faire de montage dans les vidéos, je veux pas faire d'erreur parce que bon, le montage me prend beaucoup de temps parce que voilà, je suis pas un youtubeur professionnel. Réduction de la surcharge. Une liste longue d'objectifs peut submerger l'équipe, surtout si elle doit lui aussi suivre et les mesurer et les rapporter lors des revues. Vrai. Pratique standard de Safe. Safe recommande également 5 à 10 PI objectifs par équipe avec une partie potentiellement non engagée pour refléter les incertitudes. La règle du coach 7+3 est donc proche de cette guideline avec une certaine flexibilité. Oui. Limite de la règle. Contexte de l'équipe. Une équipe performante et mature comme la vôtre peut être capable de gérer plus d'objectifs sans perdre en efficacité. Surtout si elle traite des sujets variés. Une limite stricte peut sembler arbitraire et freiner votre capacité à refléter toute la valeur livrée.
Tout à fait vrai. Donc là, ce use case, ça m'est arrivé en vrai, hein, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ces vidéos. Risque de sous-représentation, avec 15 sujets envisagés, réduire cet objectif pourrait forcer l'équipe à regrouper les sujets hétérogènes sous des objectifs trop larges, perdant en granularité et en clarté pour les parties prenantes. Vrai aussi, c'est un peu ce qu'on a dit aussi, et Oyama nous l'a aussi suggéré. Même dit. Dynamique de l'équipe, votre équipe a une bonne dynamique et atteint ses objectifs. Une contrainte imposée sans discussion pourrait affecter la motivation ou le sentiment d'autonomie. Très vrai, complexité du train. Si le train dans son ensemble a beaucoup de dépendances ou une grande variété de livrables, limiter strictement les objectifs par équipe pourrait compliquer la coordination globale. Vrai. Donc pour l'instant, c'est très bien, très bon diagnostic. On a vu les pour et les contre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Que penser de cette règle? La règle est cohérente avec le principe SAFE et vise à maintenir un cadre structuré pour le train. Cependant, elle semble appliquée de manière rigide sans tenir pleinement compte du contexte de votre équipe, taille, maturité, diversité des sujets. Une approche plus collaborative ou à la limite où la limite est discutée et adaptée serait préférable, oui. SAFE valorise l'adaptation contextuelle, très vrai, on a trop souvent tendance à l'oublier, et une équipe performante comme la vôtre mérite une certaine flexibilité à condition que la clarté et la valeur livrée restent intactes. Que faire? Recommandations concrètes. Donc toujours très structuré, très riche et très structuré les réponses de Grok. Mais si on est un jeune Scrum Master et qu'on se pose réellement la question, bah c'est très bien. Donc là, on se dit, bon, on passe beaucoup de temps à lire, etc. C'est pas très concis, mais si on est vraiment en attente d'une réponse claire et précise à une question, c'est ça qu'il faut. Donc c'est ça qu'on attend. Donc c'est ce que pourrait expliquer un coach agile, expérimenté. Et ben là, Grok nous le dit avec tous les détails et nous explique tout. Donc je trouve ça vraiment très bien. Que faire? Recommandations concrètes. Dialoguer avec le coach agile. Objectif, comprendre la logique derrière la règle et exposer votre contexte. Organiser une discussion avec le coach. Voilà, transparence, toujours dialoguer. Idéalement avant le PI planning, en impliquant éventuellement le RTE pour aligner les perspectives. Présenter les 15 sujets envisagés et expliquer pourquoi ils nécessitent des objectifs distincts. Exemple, diversité des parties prenantes, complexité technique, valeur, métier spécifique. Tout à fait. Très bons exemples, hein. Franchement, je ne le dis pas parce que ça va prendre trop de temps, mais vraiment c'est super. Demander si la limite de 7+3 est une règle absolue ou une guideline négociable pour une équipe performante. Proposer une alternative, par exemple regrouper certains sujets en objectifs plus larges tout en conservant 10 à 12 objectifs au total. Oui, la négociation, voilà. Rester constructif, montrer que vous soutenez l'alignement du train tout en défendant les besoins de votre équipe. Excellent, exemple d'argument. Notre équipe gère une grande variété de sujets critiques pour plusieurs parties prenantes. Réduire à cet objectif pourrait masquer une partie de la valeur livrée ou compliquer le suivi. Pouvons-nous discuter d'une approche qui reflète notre réalité tout en restant aligné avec les objectifs du train? Bah, c'est parfait. Revoir et prioriser les objectifs. Objectif, optimiser la liste de 15 objectifs pour la rendre plus concise sans perdre en valeur. Donc voilà, donc que faire? Recommandations concrètes, donc dialogue, première recommandation. Deuxième recommandation, revoir les objectifs pour essayer d'aller un peu dans le sens de ce qu'on nous demande. Avec le product owner et l'équipe, passez en revue les 15 objectifs envisagés. Posez-vous la question suivante. Certains objectifs peuvent-ils être regroupés sous un thème commun? Y a-t-il un objectif moins prioritaire qui pourrait être reporté au prochain PI? Les objectifs sont-ils mesurables et alignés sur les résultats métiers? Classer les objectifs par ordre de priorité, c'est très important. Il faut toujours avoir en tête les priorités. Identifier ceux qui pourraient être marqués comme uncommitted pour refléter les incertitudes sans dépasser la capacité de l'équipe. Cible, viser une liste de 8 à 12 objectifs. Donc là, il essaye de grappiller. Donc on est passé de 7+3 à 8 à 12 objectifs, dont 2 à 4 non engagés. Donc on essaye de jouer un peu avec les règles. Technique de négociation, donnant. Si vous avez 3 sujets liés à la dette technique, regroupez-les sous un objectif comme réduire la dette technique. Ok, préparer le PI planning avec soin, arriver au PI planning avec une proposition claire et défendable, tout à fait. C'est important d'avoir une idée avant le PI planning et de ne pas le faire le jour J. Collaborer avec le product owner pour rédiger des PI objectifs clairs, concis et alignés sur les besoins métiers. Utiliser le format SAFE, ok. Bon, je ne vais pas tout lire parce que sinon on n'est pas rendu. Préparer une justification pour chaque objectif, surtout si vous dépassez la limite de 7+3. Anticiper les discussions en identifiant les dépendances avec d'autres équipes. Impliquer l'équipe dans la préparation. Présenter vos objectifs comme une valeur ajoutée pour le train. 4. Faciliter la discussion pendant le PI planning. Trouver un consensus avec le coach. Voilà, donc trouver un consensus avec le coach, ça peut être tout à fait possible, tout à fait négociable.
Pendant la session de planification, exprimez brièvement pourquoi votre équipe propose un nombre plus élevé d'objectifs. Soyez ouvert au retour des autres équipes et du coach. Tout à fait. Si des objectifs sont remis en question, proposez des regroupements ou des reformulations. Utilisez les business value score, évaluez la valeur métier. Ok. Si le coach insiste sur la limite, acceptez et marquez certains objectifs comme stretch. Alors voilà. Donc ça, voilà. C'est ce que j'avais dit. Si le coach insiste sur la limite, acceptez de marquer certains objectifs comme stretch ou uncommitted pour montrer votre flexibilité. Oui, voilà. Donc effectivement, bon, on peut négocier. Après, il faut aussi respecter les règles communes. Hein. Renforcer l'autonomie et la maturité de l'équipe. Capitaliser sur la dynamique positive de l'équipe. Ok. Pendant le PI, assurer un suivi régulier des objectifs. Utiliser les rétrospectives pour évaluer si le nombre d'objectifs a affecté la performance ou la motivation. Tout à fait. Dans le cas où on aurait réduit le nombre d'objectifs suite aux recommandations du coach. Documenter les résultats. Oui. Collaborer avec le RTE et les autres Scrum Masters. Aligner la règle avec les besoins de toutes les équipes et du train. Discuter avec d'autres Scrum Masters pour savoir s'ils partagent les mêmes contraintes et comment ils les gèrent. Oui, c'est toujours une bonne idée. Proposer au RTE une revue collective de la règle. Oui, voilà. Donc peut-être qu'on peut pas, peut-être qu'on est obligé de respecter la règle pour ce PI parce qu'on a pris au dépourvu le coach en proposant de transgresser la règle. Mais peut-être que c'est discutable. Donc pour les prochains PI, pour ajuster les guidelines en fonction du contexte. Si la règle reste stricte, demandez des clarifications sur la manière de gérer les sujets supplémentaires. Effectivement, parfois la règle est stricte et on doit la respecter. Peuvent-ils être suivis comme des features ou des stories sans être des pieds objectifs? Tout à fait. Bonne idée. Plan d'action concret. Rencontrer le coach agile pour discuter de la règle. Avec le product owner, réviser les objectifs pour les réduire à 8-12. Ok. Présentez vos objectifs avec clarté. Suivez les objectifs avec des métriques claires. Partagez les résultats avec le coach de l'RTE. Ok. Évitez la confrontation. Le coach cherche à optimiser le train, pas à limiter votre équipe. Adoptez une posture collaborative pour trouver un terrain d'entente. Très bonne remarque. Protégez l'équipe. Assurez-vous que la discussion sur les objectifs ne crée pas de pression excessive sur l'équipe qui semble déjà performante. Tout à fait. Flexibilité de Safe. Safe n'est pas dogmatique. Les pratiques doivent s'adapter au contexte et votre équipe mature peut justifier une exception si elle livre de la valeur. Si vous avez des détails supplémentaires, bon, on va s'arrêter là. Et ça, cette dernière phrase est très vraie. Beaucoup de gens ont tendance à l'oublier dans Safe et veulent appliquer des règles de manière aveugle, mais Safe, c'est un framework d'agilité à l'échelle qui est inventé et qui est censé s'appliquer à toutes les entreprises du monde entier. Donc, donc comme toutes les entreprises du monde potentiellement peuvent vouloir l'utiliser, les entreprises ne sont pas toutes pareilles, n'ont pas toutes les mêmes contraintes, et toutes les équipes du monde n'ont pas non plus toutes les mêmes contraintes. Donc, moi, j'aime pas trop qu'on s'éloigne trop du framework originel, mais on peut s'en éloigner un tout petit peu si on a certaines contraintes. Là, passer de 10 à 15 objectifs, c'est pas non plus une révolution dans le framework. Donc si ça se justifie, moi je serais d'avis qu'on adapte la règle. Bon, ça me paraît très complet, très bien. Bon, c'est même mieux que Grok, hein, et il y a beaucoup de détails, peut-être même plus de détails que ce que moi j'ai dit. C'est même mieux que Oyama 3.2, donc et il y a certainement plus de détails que tout ce que j'ai dit. Donc pour moi, c'est 5. Donc 0,8, 4,8, 0,8, 4,8, 5, bonne surprise, et 5. Alors, le 5 de Grok est quand même mieux que le 5 de Oyama. Il y a beaucoup plus de détails, hein. Mais basiquement, Oyama a quand même bien répondu. On a les éléments, donc on reste sur 5. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? Quelle conclusion peut-on en tirer? Bonne surprise, Oyama, alors qui nous a fait un peu n'importe quoi sur la première question. Bon, ça, je le masque, c'est un use case qu'on n'a pas fait encore. Oyama qui nous a fait un peu n'importe quoi sur la première question a finalement répondu très bien. Donc finalement, il est mieux que DeepSeek sur les questions pièges. Donc peut-être que Oyama peut remonter. Et là, Grok est toujours très très bien. Hein. Il n'y a que Perplexity qui avait eu un peu mieux. Donc là, si je modifie la moyenne, non, c'est pas là, c'est là, pour rajouter, donc je modifie la moyenne
général. Donc, on est... Voilà, on est là-dessus. Donc, vous aurez ce tableau en description, donc vous pourrez le lire par vous-même. Et on voit que la différence est quand même assez importante, mais bon, pour juger un peu mieux, là, il faudrait quand même avoir plus de use case question piège. Donc peut-être qu'on en refera. J'en ai plein d'autres des use cases. Là, vous en avez un. Je sais même plus ce que c'est. KPI sur les features. Ok. J'en ai d'autres à tester. Donc peut-être qu'on en fera un peu plus. Et peut-être que maintenant on fera surtout des questions pièges. Ces use cases là, je les refais pas parce que là, il y avait que des bonnes réponses. Je me dis que c'est des questions pas si difficiles. J'avais posé des questions sur les conflits. C'est des questions pas si difficiles que ça. Donc c'est peut-être moins intéressant à tester que les autres questions. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.